Les dirigeants de l'Union européenne saluent les derniers progrès dans les négociations pour la paix en Ukraine. Le président du Conseil européen évoque un nouvel élan. Le sommet sur le climat COP30 au Brésil s'est conclu par un texte final sans feuille de route pour l'élimination progressive des combustibles fossiles. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a suggéré que l'ancien prince Andrew témoigne devant la commission d'enquête du Congrès américain sur l'affaire Jeffrey Epstein. L'Union européenne salue les dernières avancées dans les négociations pour la paix en Ukraine. Le plan en 28 points présenté la semaine dernière par Washington a fait l'objet de discussions entre des représentants américains, ukrainiens et européens dimanche à Genève. Le texte a été modifié à l'issue de ces pourparlers et il devrait continuer à évoluer dans les jours à venir. The United States and Ukraine informed us that the discussions were constructive and that progress was achieved on several issues. We welcome this step forward, and some issues remain to be resolved, but the direction is positive. La présidente de la Commission européenne a également évoqué des progrès notables, tout en déclarant que du travail reste à faire. Ursula von der Leyen affirme notamment qu'il revient à Kiev de décider ou non de limiter la taille de son armée à 600 000 soldats, comme le prévoit le plan américain. Ukraine's territory and sovereignty must be respected. Only Ukraine, as a sovereign country, can make decisions regarding its armed forces. The choice of their destiny is in their own hands. I also want to emphasize Europe's centrality in the country's future. Les dirigeants des 27 demandent à être pleinement impliqués dans toutes les décisions concernant l'Union européenne, telles que l'adhésion de l'Ukraine ou l'utilisation des avoirs russes gelés. Over the weekend, the European Union has reportedly released a counter-proposal in response to the initial US-Russia framework, which was leaked last week. Now, the EU's plan includes major adjustments, including Ukraine's military capped at 800,000 troops in peacetime, rather than just 600,000 troops in the initially proposed plan. There is also a significant change regarding Kyiv's NATO aspirations. Ukraine joining NATO falls on consensus and agreement among the alliance's members instead of NATO committing to not accepting Ukraine. Notably, there is also a point about NATO troops not being stationed on the territory of Ukraine under its command, but specifically in peacetime. One of the most important aspects of any possible deal for Kyiv concerns Russia's occupied territories of Ukraine, and the EU-led leaked plan drops the recognition of temporarily occupied territories of Ukraine, which was included in last week's US-Russia framework. Now, the territory in question is Ukraine's Luhansk and Donetsk region, which altogether make up the region of Donbas. Moscow renewed its assaults against Ukrainian troops and Ukraine's territory in the region of Donetsk, specifically when it comes to the city of Pokrovsk. But according to the US-based Institute for the Study of War, even with the current pace and currently dedicated massive resources, Russian forces could seize the rest of Donetsk region only by August 2027. Most importantly, the leaked EU-led proposal brings back the idea of first having a ceasefire at the current contact line and then for Ukraine and Russia to start the negotiations regarding the rest of the possible deal, including the temporarily occupied territories. But this is the aspect that Moscow has been rejecting from the very beginning. L'UE promet une contribution financière de 82 millions d'euros à l'autorité palestinienne. Ces fonds visent à soutenir les efforts de stabilisation en Cisjordanie. Ils ont été annoncés lors de la première réunion du groupe des donateurs pour la Palestine qui s'est tenue la semaine dernière à Bruxelles. Pour le ministre palestinien de la coopération internationale, ce soutien financier est essentiel pour maintenir l'autorité palestinienne à flot.
Mais le ministre affirme que le meilleur moyen de renforcer le gouvernement palestinien serait de débloquer les 4 milliards de dollars de recettes fiscales retenues par Israël. En vertu des accords d'Oslo de 1993, l'État hébreu perçoit les taxes et les droits de douane sur les marchandises importées dans les territoires palestiniens. Israël est ensuite censé transférer les fonds à l'autorité palestinienne. Israel has been withholding our tax revenues for almost 6 consecutive months. We haven't received our money from Israel for 6 consecutive months. And that money constitutes 68% of the Palestinian revenues. No country in the world can function without 68% of its revenues. Les 60 délégations présentes à la réunion la semaine dernière ont exprimé leur soutien à l'autorité palestinienne pour la poursuite de réformes économiques, sociales et éducatives en Cisjordanie. We have also what we call the reform matrix between us and the European Union. It is built around 4 main pillars and 53 actions or milestones. So far, we are overachieving. So what we have achieved out of the 53 milestones, we have achieved 21 of the key milestones, and then the rest are already scheduled to be implemented next year and in 2027. Cette réunion a eu lieu quelques jours après que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution sur le plan de paix pour Gaza dirigé par les États-Unis. Resolution to the vote now. Le sommet sur le climat, la COP30 qui s'est tenue au Brésil, s'est achevé sur un texte final qui ne comportait pas de feuille de route sur l'élimination progressive des combustibles fossiles. Ce qui a suscité des critiques qualifiant le résultat d'accord vide et d'échec moral. Certains pays qui participaient à cette conférence phare des Nations Unies, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, se sont ouvertement opposés à tout objectif ou feuille de route de ce type. Cela a été le cas de nombreux pays dont les économies dépendent fortement de la production de combustibles fossiles. Un jour avant la fin de la COP30, l'Union européenne a menacé de ne pas approuver le texte final qui devait être voté par consensus par près de 200 nations. En fin de compte, l'UE n'a pas vu d'autre option que de soutenir le document tout en reconnaissant son manque d'ambition. Les chercheurs en climatologie et les écologistes estiment que ce résultat reflète une fragmentation de l'ordre international. L'absence des États-Unis a créé un vide politique et financier et les experts estiment que la résistance des pays pétroliers était trop forte pour qu'une feuille de route visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles puisse aboutir. Les résultats du sommet de cette année interviennent 10 ans après l'accord historique de Paris par lequel les dirigeants mondiaux s'étaient engagés à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Sono state definite le mid-term italiane, queste elezioni regionali sono state un banco di prova per il governo Meloni in carica da 3 anni e hanno segnato la fine di un'era, quella di Luca Zaia in Veneto, di Michele Emiliano in Puglia e di Vincenzo De Luca in Campania. Se guardiamo il Veneto, si è riconfermato il centro-destra dopo 15 anni di governo di Luca Zaia della Lega, anche se però interessante la questione delle liste del testa-a-testa tra le forze di maggioranza, ovvero Fratelli d'Italia e Lega. Il centro-sinistra si è riconfermato in Campania e Puglia, anche se proprio in Campania la battaglia è stata molto accesa intorno a temi come il condono edilizio che è tornato in auge con l'ultima manovra e che ha portato il dibattito a oltrepassare confini regionali, diventando un confronto a livello nazionale tra forze di maggioranza e opposizione. Guardando anche ai risultati precedenti, dunque il governo Meloni si riconferma in sella, dunque alla guida del paese. Un tema però fondamentale è l'astensionismo, cioè ovvero il calo dell'affluenza nelle 3 regioni di circa 10 punti di media, che impone una riflessione che potrebbe sicuramente porre dei problemi di strategia in vista delle prossime elezioni politiche nel 2027. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a suggéré que l'ancien prince Andrew témoigne devant une commission du Congrès américain chargée d'enquêter sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Le Premier ministre britannique a refusé de commenter spécifiquement le cas du jeune frère en disgrâce du roi Charles, mais il a déclaré aux journalistes qu'il estimait que, d'une manière générale, quiconque a des informations doit les fournir aux enquêteurs.
Il s'est adressé aux journalistes qui l'accompagnaient lors de son voyage à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au sommet du G20. L'ancien prince, désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten-Windsor, a jusqu'à présent ignoré les demandes de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis. Elle lui demande de témoigner au sujet de son amitié de longue date avec Jeffrey Epstein. Virginia Joffre, une victime reconnue d'Epstein, a accusé le prince britannique en disgrâce d'agression sexuelle lors d'une des fêtes que l'ancien homme d'affaires organisait sur son île privée de Little St. James. Elle a déclaré avoir été forcée par Epstein et sa complice et partenaire de longue date, Ghislaine Maxwell, à accomplir des actes sexuels sur Andrew contre son gré alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans à l'époque. La pression continue de monter sur l'ancien prince qui a été déchu de son titre et de ses fonctions le mois dernier, la famille royale essayant de se protéger des critiques concernant sa relation avec Epstein. Nicolas Sarkozy sortira bientôt des mémoires intitulés « Journal d'un prisonnier » sur ses 3 semaines passées derrière les barreaux. L'éditeur Fayard a indiqué que le livre comptera 216 pages, soit environ 11 pages pour chaque journée que l'ancien président a passée à la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy a annoncé la sortie prochaine de ses mémoires dans un message publié sur X, assorti d'un extrait dans lequel il déplore le bruit constant durant son bref séjour carcéral. L'ancien président a été condamné en septembre pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le tribunal de Paris lui a infligé une peine de 5 ans d'emprisonnement et il est devenu le premier ancien chef d'État français à se retrouver derrière les barreaux depuis Philippe Pétain. Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 10 novembre, dans l'attente de son appel dont l'audience est prévue du 16 mars au 3 juin 2026.